Il faut fermer la boîte à chagrin. C'est le général de Gaulle qui utilise cette curieuse expression en septembre 1961. La boîte à chagrin, dans l'esprit du général, c'est la guerre d'Algérie. Une guerre dont on ne veut même pas prononcer le nom, puisque, officiellement en tout cas, on ne parle que d'opération de pacification. Mais une guerre meurtrière qui n'en finit pas et dont le premier président de la Ve République a décidé de se débarrasser au plus vite afin de se consacrer à son grand œuvre, la construction d'une France plus forte, capable de tenir son rang de puissance mondiale. Et pour atteindre plus rapidement son objectif, De Gaulle est maintenant prêt à céder sur le dernier point qui fait encore obstacle à la paix, le Sahara. Alors qu'il a jusque-là fait preuve d'une rare intransigeance quant au destin de ces millions de kilomètres carrés de sable et de rochers qui, selon lui, n'avaient nulle vocation à appartenir à la future Algérie indépendante. À propos de ce désert, le président avait même parlé d'une invention française, faisant allusion aux formidables richesses en pétrole et en gaz que des ingénieurs français venaient d'y découvrir. Pourquoi le général a-t-il donc brusquement cédé ? 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, M. X rouvre un dossier qui comporte encore aujourd'hui nombre de points obscurs. Un point essentiel pour commencer. Jusqu'au début du XXe siècle, le Sahara a été indépendant de l'Algérie. Oui, mais quel était son statut ensuite alors ? La loi française a d'abord créé les territoires du Sud. Une vaste zone sous administration militaire et dotée d'un budget indépendant de celui de l'Algérie. Et cela jusqu'en 1957. À cette date, le Sahara obtient un statut départemental. En fait, 2 départements sont créés. Mais en même temps, le Sahara est intégré dans l'Organisation commune des régions sahariennes, l'OCRS, chargée de promouvoir la mise en valeur et le développement de la zone. Les dirigeants de la 4e République imaginent alors d'associer à sa gestion les pays voisins. Qui sont encore des colonies françaises. Exactement. Ouais. Gestion qui sera assurée grâce aux revenus de l'exploitation des hydrocarbures sahariens. Et manifestement, il y a derrière ces décisions la volonté politique de séparer l'Algérie du Sahara. Ouais, dans la perspective d'une indépendance future de l'Algérie. On n'est jamais trop prudent. Et pendant longtemps, ce sera le dogme. Les Algériens n'ont rien à faire au Sahara. On ira même jusqu'à nier que le Sahara est colonisé. Oui, mais avec quels arguments là ? Le fait qu'il est très faiblement peuplé et essentiellement de nomades. Ouais, bref, des gens qui ne comptent pas, ou presque. Enfin, c'est ce qu'on dira aux nationalistes algériens quand ils revendiqueront le Sahara. Mais passons. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 grâce à l'Algérie en utilisant habilement la menace bien réelle d'une rébellion de l'armée. Vous le savez, donc inutile d'y revenir. Cependant, il sait aussi qu'il lui incombe maintenant d'en finir avec ce cancer qui a rongé peu à peu la 4e République. Et puis, il n'y a pas 36 solutions. Et dès la fin novembre 1959, De Gaulle parlera d'Algérie algérienne. Ouais, la voie vers l'indépendance. Auparavant, au cours de son premier voyage en Algérie, il s'est fait applaudir en célébrant l'Algérie française. Alors, a-t-il abusé ceux qui sont venus l'applaudir ? Sur le moment, je ne le pense pas. Il croit encore que les départements français d'Algérie peuvent rester français, mais à une condition, c'est qu'on les aide à se développer. Un objectif très ambitieux qui porte un nom, le plan de Constantine. Un plan en 7 points que le général de Gaulle rend public en octobre 1958 dans une allocution prononcée justement à Constantine. Et quelles sont ces motivations profondes ? Il s'agit clairement de couper l'herbe sous les pieds des indépendantistes du FLN en procédant à une formidable transformation de l'Algérie sur tous les plans, économique, politique, social et éducatif. Pouvez-vous détailler un peu quand même ? Une observation d'abord. En lançant ce plan élaboré pour 5 ans, De Gaulle reprend une initiative d'un ministre de la 4e République, un certain François Mitterrand, qui pensait déjà que la paix en Algérie passait par le développement de ces départements d'outre-mer qui accumulaient les retards par rapport à la métropole. Oui, mais rien n'avait été fait. Pas grand-chose en tout cas. Et ça tient au manque de volonté, mais aussi à l'instabilité d'un régime politique au bout du rouleau. Pourtant,
Un groupe de fonctionnaires et de jeunes économistes avait déjà tracé la voie qui allait être reprise par De Gaulle. Alors, vous me demandiez des précisions sur ce plan de Constantine. Ouais. La première disposition est assez spectaculaire. Il s'agit de l'admission dans la fonction publique, en métropole, mais surtout en Algérie, d'au moins 10% de Français d'origine musulmane. Ça, c'est la marche vers l'intégration. Et dans le même esprit, 2 tiers des filles et des garçons doivent être scolarisés. Oui, car beaucoup d'enfants d'indigènes, comme on dit toujours, sont encore analphabètes. Ensuite, le plan propose un alignement des salaires sur ceux de la métropole. Plus important, et même symbolique, il est prévu d'attribuer 250 000 hectares de terre à des agriculteurs musulmans. Puis il est question d'édifier de grands ensembles industriels utilisant le gaz et le pétrole du Sahara. Mais je reviendrai longuement sur ces nouvelles ressources énergétiques. Qui viennent d'être découvertes à l'époque. En effet. Enfin, le plan préconise 2 mesures. La création de 400 000 emplois réguliers et la construction de logements pour 1 million de personnes. Et qui va être chargé de mettre en musique là, ces objectifs mirifiques? Un haut fonctionnaire précédé par une excellente réputation, Paul Delouvrier. Ah oui, c'est l'homme qui plus tard procédera au redécoupage de la banlieue parisienne. C'est ça. De Gaulle le nomme délégué général de l'Algérie en remplacement du général Salan. Un civil succède donc à un militaire. Mais est-ce que ça veut dire que la guerre est mise entre parenthèses? Bien au contraire, car en même temps, Delouvrier est flanqué d'un général, Maurice Challe, qui doit conduire la pacification. Et jamais l'armée française ne mènerait une lutte aussi acharnée contre les rebelles. Le résultat, c'est que lorsqu'arrivera le temps du cessez-le-feu, Challe aura réussi à triompher sur le terrain. Oui, en démantelant la plupart des katibas. Un succès militaire que voulait De Gaulle afin de pouvoir négocier en force face au FLN. Oui, mais dont le bilan humain sera très lourd. Ça, c'est certain. Alors revenons à ce plan de Constantine qui, si je vous ai bien entendu, doit sortir l'Algérie du sous-développement. Il va être mis en place après plus de 4 ans de guerre. Alors, est-ce que c'est pas trop tard? Vous avez raison. Et le général de Gaulle ne tardera pas lui-même à s'en rendre compte, puisque 1 an plus tard, il parlera d'Algérie algérienne. Ouais, il a compris que ce plan ne suffirait pas à convaincre les indépendantistes de renoncer à la lutte armée. Oui, ça me paraît évident. Pourtant, certains de ses proches continuent à y croire. Michel Debré, son Premier ministre par exemple, lui pense que c'est la seule solution pour sauvegarder l'Algérie française, c'est-à-dire le lien entre la France et l'Algérie. Oui, il a toujours été Algérie française, Debré. Cependant, est-ce que le plan a connu un début d'application? Ah, tout à fait. Et il ne sera vraiment abandonné qu'à la fin de l'année 1961. Et concrètement, comment ça s'est traduit alors? La France y a d'abord consacré beaucoup d'argent. En 1 an, plus de 200 milliards d'anciens francs pour les investissements publics et l'aide apportée aux entrepreneurs qui se sont installés de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est à mettre au crédit de l'ouvrier qui s'est entouré d'une équipe solide et efficace. Il y a en particulier son adjoint, un certain Salah Bouakwir, l'un des 2 seuls polytechniciens d'origine musulmane. Mais je vous reparlerai de cet homme qui a joué un grand rôle dans cette affaire et le destin du Sahara. Alors, le plan de Constantine, échec ou réussite? Un échec, forcément, puisqu'il n'a pas pu être poursuivi jusqu'à son terme. Même s'il faut noter qu'après l'indépendance, les nouvelles autorités continueront à s'en inspirer. C'est-à-dire les autorités algériennes. Oui, avec l'aide financière de la France, bien sûr. Un échec aussi parce qu'à partir du moment où De Gaulle a évoqué l'Algérie algérienne et le scrutin d'autodétermination, beaucoup d'acteurs économiques ont renoncé à investir en Algérie. Je pense en particulier aux industries légères, celles qui devaient créer le maximum d'emplois. Les industriels ont eu peur? Oui, mais enfin pas tous. La preuve, c'est que jamais autant de capitaux n'ont été investis en Algérie au cours de cette période, pourtant relativement courte. Cependant, si le plan de Constantine a connu une certaine réussite, il le doit en grande partie aux ressources en hydrocarbures du Sahara. Bref retour sur le plan de Constantine avec cet extrait du livre de Daniel Lefebvre, Chère Algérie, la France et sa colonie, qui cite d'abord un discours de Paul Delouvrier. Que signifie politiquement ce plan de Constantine? Il signifie que pour arriver dans la liberté, dans la dignité de l'homme conçu à notre mode occidental, à développer l'Algérie au rythme qui est nécessaire, à faire rattraper son retard à une partie de cette population sous-développée, il faut l'aide, la participation étroite de la métropole, des Européens d'Algérie et de la population musulmane. Et
poursuit l'historien, c'est bien ainsi que l'armée a également compris la portée du plan. Il y aura lieu d'insister tout particulièrement sur le fait que ces engagements à long terme pris par la métropole à l'égard de l'Algérie, dans le cadre du plan de Constantine, ne sont que la traduction sur le plan économique et social de la volonté ferme de la France de rester en Algérie, écrit le colonel Argout dans une note de service. Alors, si vous le permettez, traçons à gros traits l'histoire des hydrocarbures sahariens. C'est à partir de 1941 qu'un bureau de recherche commence à explorer le sous-sol algérien. Algérien, donc pas saharien. C'est juste. Ouais. Ce n'est qu'en 1952 qu'on s'intéresse au Sahara. Entre-temps, en 1946, la Société nationale de recherche et d'exploitation du pétrole en Algérie, la SN Repal, a été créée. Puis, deuxième création en 1953 par la Compagnie française des pétroles, dont l'État est le principal actionnaire, d'une filiale algérienne, la CFPA. Et enfin, en février 1956, c'est la première découverte de pétrole près de la frontière libyenne. Puis en juin 1956, le pétrole jaillit du gisement de Hassi Messaoud, le plus important. De quel ordre? Les réserves sont évaluées à 3300 millions de tonnes, dont 700 millions sont récupérables. C'est un pétrole très riche en essence et gasoil, ce qui laisse présager une exploitation annuelle de 12 millions de tonnes durant 60 ans. C'est une bonne nouvelle pour la France. Évidemment, parce que la consommation de pétrole ne cesse d'augmenter. À lui seul, le gisement d'Hassi Messaoud pourrait satisfaire 60% de la consommation nationale de pétrole. Puis, on découvre un gisement gazier à Hassi R'Mel. À noter qu'en 1957, le général de Gaulle fait une visite au Sahara. Donc avant son retour au pouvoir. Et il profite de l'occasion pour expliquer qu'il n'y a aucun lien entre l'Algérie et le Sahara. Intéressant. Et l'exploitation commence quand? Fin 1957, on installe un système provisoire d'évacuation du pétrole vers la lointaine côte algérienne. Et parallèlement, on construit un premier oléoduc à grand gabarit qui sera inauguré par Michel Debré en septembre 1959. Tout cela ne va pas sans difficulté. Lesquels alors? Ce pétrole est trop léger. Il ne convient donc pas aux besoins de l'industrie française. Alors qu'en faire? Il faut le vendre à l'étranger. Mais problème, le marché pétrolier mondial est saturé et les prix se sont effondrés. D'autant qu'en Libye, on vient de découvrir un gisement plus important et moins cher à exploiter. Alors le pétrole algérien est donc difficilement commercialisable. C'est ce que soutiennent les compagnies qui le produisent. Mais l'État français ne l'entend pas de cette oreille, car cette ressource énergétique est un gage d'indépendance nationale. On va donc assister à un féroce conflit entre la CFP, dont l'État est actionnaire, et la SN Repal, qui exploite plus de la moitié du gisement d'Hassi Messaoud. Et sur la question du gaz, ça va même encore plus loin. Les entreprises qui l'exploitaient se sont violemment opposées à la construction d'un gazoduc destiné à acheminer ce gaz jusqu'à la côte. Je vous demande là pourquoi? La peur, encore une fois, d'être obligé de pratiquer un prix de vente trop bas. Et qui va trancher? Le général de Gaulle et son représentant sur place, Paul Delouvrier. Contre l'avis des compagnies pétrolières, on va donc exploiter le pétrole et le gaz saharien. Pour de Gaulle, qui s'est à nouveau rendu sur le site d'Hassi Messaoud en 1958, produire du pétrole saharien en pleine guerre, c'est manifester la volonté de la France de mettre en valeur les ressources de sa colonie et d'appuyer son développement économique et social. Et donc la mise en œuvre de ce plan de Constantine dont on avait parlé. Et qu'importe alors si on produit ce pétrole à perte? C'est à peu près ça. La politique d'abord. Obligation est donc faite à chaque société pétrolière française ou étrangère opérant sur le marché national d'acheter une part de la production algérienne proportionnelle à ses quotas de distribution en France, à un prix supérieur à celui du marché mondial. Ça, c'est une mesure que les compagnies pétrolières ne doivent guère apprécier. Forcément. Mais De Gaulle ne leur a pas laissé le choix. En tout cas, trouver des débouchés pour le pétrole du Sahara est presque devenu un devoir national pour la France. Qui trouve quand même son intérêt. Bien sûr. Il ne faut pas noircir exagérément le tableau. D'abord, grâce au pétrole du Sahara, elle échappe à l'insécurité des approvisionnements tels que la France les a connus après la crise de Suez. Et ça diminue d'autant la facture pétrolière. Mais d'un autre côté, ça coûte aussi très cher. Écoutez, je ne vais pas vous infliger une avalanche de chiffres, mais il faut quand même savoir qu'entre 1956 et 1961,
Les dépenses de la France pour les recherches de pétrole se sont montées à plus de 500 milliards de francs. Ouais, 5 milliards de francs lourds, quoi. Oui, et il faut ajouter 1 milliard d'investissements étrangers, sans compter les sommes dépensées pour les infrastructures de transport. Alors, au final, la France ne tire pas grand avantage des hydrocarbures sahariens. Et malgré les apparences, ce n'est pas à cause du pétrole et du gaz que le général de Gaulle s'obstinera à refuser aux indépendantistes de leur donner le Sahara. Ah oui, il y avait donc d'autres raisons. Oui, enfin n'allons pas trop vite. Auparavant, je voudrais évoquer un point qui demeure encore aujourd'hui bien mystérieux. Mystérieux et controversé. Oui, je vous écoute. Acheminer le pétrole et le gaz jusqu'à un port méditerranéen, ça n'était pas une mince affaire. Vous voulez parler de la distance, là? Non, de la guerre. Oléoducs et gazoducs s'étendaient sur quelques 600 kilomètres. Et ces installations étaient donc en permanence à la merci d'un sabotage, car il était quasi impossible de surveiller et de protéger ces tuyaux. Ouais. Et est-ce que les menaces étaient réelles? Le mouvement de libération a toujours considéré que le Sahara était partie intégrante de l'Algérie. Et quand les indépendantistes apprennent qu'il y a du pétrole dans le sous-sol saharien, ils s'opposent immédiatement à son exploitation. Et pour quelle raison, alors? Ce que craint d'abord le FLN, c'est que le gouvernement français, faisant appel à des capitaux étrangers, n'en profite pour l'isoler sur la scène internationale. D'autre part, les indépendantistes ont peur que la propagande orchestrée en métropole autour de la découverte de ces nouvelles ressources énergétiques n'incite les Français à se prononcer pour le maintien de l'Algérie française. Et puis enfin, il y a une troisième crainte. Pour évacuer le pétrole à moindre frais, il est envisagé de construire des tuyaux en Tunisie. Ouais, un trajet plus court. Oui, mais aussi peut-être la volonté de Paris d'enfoncer un coin dans la solidarité qui unit les peuples du Maghreb autour des combattants du FLN. Ouais, à cause des redevances que toucherait la Tunisie. Oui, sans compter que ce serait l'amorce d'une internationalisation du Sahara et de ses richesses. Une solution qui est très sérieusement envisagée par les autorités françaises et qui sera d'ailleurs proposée par les négociateurs de Paris lors des premières discussions d'Évian, mais qui sera bien sûr rejetée par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Alors, pour toutes ces raisons, les rebelles peuvent être tentés de saboter les installations pétrolières, à commencer par les oléoducs et gazoducs. Oui, d'ailleurs, les parties les plus vulnérables. Hein. Et déjà en 1957, des prospecteurs ont été attaqués près de Timimoun. Et un an plus tard, la LN, l'armée de libération nationale, a promis de s'opposer par tous les moyens à l'évacuation du pétrole algérien qui s'effectue d'abord par camion-citerne. Ouais, en attendant la construction des tuyaux. Là. La menace paraît d'autant plus réelle que les rebelles algériens ont donné une preuve de leur savoir-faire, si j'ose dire, en s'attaquant en août 1958 au dépôt pétrolier de Marseille-Mourepiane, qui a brûlé durant 10 jours. Et pourtant, curieusement, après ces sérieux avertissements, les installations pétrolières ne seront plus jamais sabotées, alors même que l'armée française ne peut pas matériellement assurer leur sécurité sur des centaines de kilomètres. Un mystère ? Oui, enfin, ou le résultat d'un accord assez douteux dont il convenait de protéger le secret. Et au cœur de ce mystère, nous allons retrouver ce polytechnicien dont je vous ai déjà brièvement parlé, Salah Bouakwir. Sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, un mot sur ce Salah Bouakwir, qui a été l'adjoint du délégué général en Algérie, Paul Delouvrier. Un homme qui est mort dans des conditions étranges en septembre 1961 et qui fait toujours l'objet d'une controverse dans l'Algérie d'aujourd'hui. Pour les uns, ce haut fonctionnaire, qui travaillait pour la France, était un traître. Pour les autres, c'était un héros qui œuvrait en sous-main pour les indépendantistes algériens. C'est ce qu'a déclaré en 2010 un ancien agent des services secrets algériens dans un journal d'Alger, je cite. À partir de sa position de responsable au sein du gouvernement français en Algérie, Bouakwir transmettait des copies de dossiers en sa possession au GPRA. Par exemple, le dossier relatif au plan de Constantine et des informations sur la politique française dans le domaine des hydrocarbures, ce qui lui a valu, ajoute cet homme, d'être assassiné par vengeance. La suite avec Monsieur X. Pouvez-vous donc dissiper ce mystère-là que vous annonciez ? Une observation d'abord. Il faut remarquer que si les moyens de transport gazier et pétrolier n'ont jamais été endommagés, la voie de chemin de fer qui longeait
L'oléoduc saharien a été saboté nuit après nuit. Alors les rebelles auraient donc pu s'attaquer de la même façon à l'oléoduc. Ça me semble évident. Conclusion, le FLN ne voulait pas saboter cette installation. D'accord, mais pourquoi? Une explication a été fournie par Paul Delouvrier lui-même dans une interview qu'il a accordée 20 ans plus tard à un jeune historien, Daniel Lefebvre. Selon le délégué général, un accord avait été passé avec le FLN. Les hydrocarbures sont sortis, a-t-il confié, parce que je me suis arrangé pour que jamais les Félagas ne le touchent. Mais quel intérêt pour ceci alors? La contrepartie, vous voulez dire? Oui. Hein. C'est très simple, on a payé. Et on, c'est qui? Naturellement, ça ne pouvait pas être le gouvernement français, pas directement en tout cas, non. Non, je crois que ce sont les compagnies pétrolières qui ont arrosé les rebelles. Les compagnies qui ont été incitées par les autorités françaises en Algérie. Ça me paraît évident. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque le gouvernement algérien a dû faire face à la terreur islamique. Là encore, alors que les attentats et les massacres se multipliaient dans tout le pays, jamais le GIA ne s'est attaqué aux installations pétrolières. Le GIA aurait été payé? Je n'en sais rien, je me contente de constater, c'est tout. Alors je poursuis. Si cet accord est bien intervenu avec le FLN, il devait forcément rester rigoureusement secret. Oui, parce qu'on ne pouvait pas à la fois combattre les rebelles sur le terrain et les financer par derrière. D'autant que cet argent qu'on leur octroyait servait aussi à acheter des armes qui tuaient des soldats français. Ouais. Il y avait donc là quelque chose d'immoral. Hein. Et si vous avez raison, alors, avez-vous une idée de la façon dont a été conduite cette négociation secrète? Je ne peux que l'imaginer. L'homme clé dans cette affaire a certainement été l'adjoint de Paul Delouvrier, Salah Bouakwir. C'est lui qui, à Tunis, aurait mené ces négociations secrètes avec le GPRA. Oui, le GPRA qui était installé à Tunis. Hein. Et quand cette négociation, alors? Sans doute à la fin 1959, après la nomination de Delouvrier. Delouvrier qui attachait une grande importance à l'obtention d'un accord parce que son plan de Constantine dépendait pour une grande part d'un approvisionnement sécurisé en pétrole et gaz. Et est-ce qu'on a une idée des sommes qui ont été versées? Non, mais elles ont sans aucun doute été importantes. Autre question, alors Delouvrier a-t-il agi avec l'accord du gouvernement français? Bien entendu. Il est inimaginable que ce grand commis de l'État ait pu se lancer dans une telle opération sans avoir obtenu le feu vert du président. Non, impossible. Mais je poursuis. Je dois à la vérité de dire que d'éminents historiens ne croient pas qu'un accord avec le FLN ait été passé. C'est par exemple le cas de l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire algérienne, Benjamin Stora. Oui, mais avec quels arguments Il soutient que le contexte historique n'était pas favorable à une action de sabotage perpétrée par le FLN. D'autre part, il affirme que le pétrole et le gaz ont commencé à être exploités en 1957 de l'autre côté de la ligne Maurice. Mais ça, c'était la ligne électrifiée construite aux frontières de l'Algérie. D'autre part, dit Stora, l'ALN, l'armée de libération, était militairement affaiblie dans ce secteur du Sahara. Le maquis de la Wilaya 6 avait été décapité et sur le plan politique, l'ALN pesait peu dans la région face aux partisans de Messaliadj du MNA. Autre contre-argument. Stora constate que Delouvrier s'est confié 1 an avant sa mort dans un livre testament et ne fait aucune référence à des contacts avec le FLN ou l'ALN. Ouais, mais il y a quand même cette interview là, donnée à ce jeune historien. Une interview qui a été enregistrée sur une bande magnétique, mais je continue à me faire l'avocat du diable. L'un des négociateurs algériens à Évian, Reda Malek, a déclaré pour sa part que les insurgés FLN voulaient préserver les installations des Français pour les exploiter après l'indépendance. Il aurait donc été improductif de les saboter. Enfin, c'est ce qu'affirme Malek, qui nie toute espèce d'accord entre le FLN et les autorités françaises. Alors que penser? Un homme connaissait la vérité, Salah Bouakwir, mais à l'automne 1961, il est mort. Et dans des conditions étranges, avez-vous insinué? Hein? Oui, ce jour-là, Bouakwir participe à une promenade en mer dans la rade du très élégant Club des Pins. Ouais, c'est à côté d'Alger, ça. Et cet homme qui, selon ses proches, nageait très mal, aurait voulu se baigner. Et il s'est noyé. C'est ça. Il aurait peut-être été emporté par un courant. Enfin, avouez que c'est bizarre. Bizarre aussi le fait qu'on ait refusé à sa famille qu'une autopsie soit pratiquée sur sa dépouille. Comme si on avait quelque chose à cacher. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Mais qui?
aurait pu avoir intérêt à faire disparaître Boiscuir. On a le choix, enfin si vous me permettez cette expression. Et ça tient à la personnalité de ce brillant haut fonctionnaire, mais aussi à ce que l'on pouvait savoir de ses activités. Mais précisez. Boiscuir était donc le principal collaborateur de Delouvrier, chargé plus spécialement de la mise en œuvre du plan de Constantine. Mais il est presque certain qu'il a joué un rôle d'intermédiaire dans la préparation de la négociation avec le GPRA. Peut-être même avait-il déjà choisi son camp. Celui de l'indépendance ? C'est très possible. Dans ce cas, s'il a flirté avec le FLN, ou même, franchement, collaboré, Boiscuir était promis un bel avenir dans la future Algérie indépendante. Et cela, ça pouvait déplaire à des hommes qui ne voyaient pas d'un bon œil ce rival potentiel. Mais on peut aussi penser aux extrémistes de l'OAS. Boiscuir, si j'ose dire, avait le profil. Musulman, haut fonctionnaire et sans doute correspondant du GPRA pour les tueurs de l'OAS, il accumulait tous les défauts. Enfin, et c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, il faut aussi regarder du côté des services français, ou des barbouzes qui fricotaient avec eux. Si Boiscuir avait réellement basculé dans le camp indépendantiste, il était devenu une cible. Ouais. Donc si je comprends bien, là, on peut avoir des soupçons, mais aucune certitude. C'est ce que je crois, oui. Parce que cette histoire de noyade accidentelle me semble tirée par les cheveux. Enfin, je ne peux pas en dire plus. Alors, revenons à cette affaire du Sahara et au soudain revirement du général de Gaulle. En fait, si le président français semble brusquement renoncer au Sahara, il s'agit d'une fausse retraite. Une fausse retraite, ça veut dire quoi, ça ? Le général, c'est certain, veut conclure au plus vite et mettre fin à cette guerre qui dure depuis 7 ans. Mais sachant qu'il devra à terme céder le Sahara aux indépendantistes algériens, il tente de sauver ce qui lui tient particulièrement à cœur. Le pétrole et le gaz ? Non, ce qu'il veut sauver en réalité, ce sont les bases françaises au Sahara. Parce qu'il y va, selon lui, de la place de la France dans le petit club des puissances militaires. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela dans un prochain entretien. C'était la question la plus sensible lors des négociations entre les représentants français et algériens. L'avenir du Sahara. Une question cruciale et qui a sans doute retardé la conclusion d'un accord de paix. Le Sahara. Pour les Français et le général de Gaulle, ces millions de kilomètres carrés de désert n'avaient nulle vocation à être algériens. Territoire à peine peuplé, le Sahara, cette vaste mer intérieure de sable et de rochers, aurait pu, à contrario, être géré, exploité en commun par la France et les nations voisines, toutes des colonies françaises. Car on venait d'y découvrir dans les années 50 de considérables ressources en pétrole et en gaz. Et presque naturellement, c'est ce que nous avons vu la semaine passée avec M. X, on a pensé que si le général de Gaulle se refusait à accorder aux indépendantistes algériens la propriété du Sahara, c'était pour sauvegarder cette richesse si utile à un pays, la France, dépourvu de pétrole. Mais il n'en était rien. Si de Gaulle a soudain décidé en septembre 61 de céder aux Algériens, c'était pour de toutes autres raisons. La première, bien sûr, c'est qu'il fallait mettre un terme à cette interminable guerre, cette boîte à chagrin, selon l'expression même du général. Mais il y en avait d'autres, certainement plus secrètes, en tout cas plus obscures. La suite avec M. X. Je ne sous-estime pas l'importance des ressources en hydrocarbures du Sahara dans la volonté du général de Gaulle de garder ce désert dans le giron français. Mais je voulais expliquer dans notre précédent entretien, à l'époque, le pétrole saharien était peu rentable. Ouais, à cause du coût de l'exploitation. Et de la nature même de ce pétrole trop léger. Et puis, le marché mondial était alors saturé. D'autre part, si pétrole et gaz étaient une pièce essentielle du plan de Constantine, qui devait sortir l'Algérie française du sous-développement, ils perdaient de leur intérêt à partir du moment où la marche vers l'indépendance devenait inéluctable. Et pourtant, de Gaulle s'est longtemps obstiné. C'est juste, jusqu'à l'automne 1961. Et s'il a fini par céder, c'est évidemment qu'il a obtenu des garanties. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. L'essentiel pour lui, c'était nos bases militaires au Sahara. Ouais, et surtout, j'imagine, la base qui permettait à la France d'expérimenter ses armes nucléaires. Reagan, oui.
La première bombe avait explosé en avril 1960. Un essai atmosphérique. Comme les 3 tirs qui vont suivre, les fameuses gerboises. Gerboise. Oui, les militaires sont des poètes, comme vous le savez, avaient ainsi attribué le nom de ce petit mammifère du désert à chacune des expérimentations atmosphériques de Reagan. Gerboise blanche, rouge, verte et enfin bleue. Mais ensuite, après le mois d'avril 1961, l'armée va utiliser un autre site, plus au sud, dans le massif montagneux du Hogar. Et certains de ces tirs vont être souterrains et porteront tous un nom de pierre précieuse. Enfin ça, j'y reviendrai, car le secret qui a entouré toutes ces expérimentations a permis de nombreuses manipulations. Et donné lieu à bien des mensonges. Dont la population et des militaires français continuent à payer le prix dans leur chair, aujourd'hui encore. Mais enfin ça, on en parlera. En tout cas, pour De Gaulle, il fallait poursuivre ces tirs qui étaient essentiels pour mener à bien la constitution de la force de frappe. Même si déjà, dans la perspective de l'indépendance algérienne, il avait été décidé de poursuivre les expérimentations dans les possessions françaises de Polynésie. Ouais, Mokuiroa et Fangatofa. C'est ça. Ouais. Mais ces nouveaux centres d'essai ne seront opérationnels qu'au milieu des années 60. Et donc, en attendant, il faut pouvoir garder les bases sahariennes. Et c'est ce qu'obtiendront les délégués français lors de la négociation des accords d'Évian qui vont déboucher sur le cessez-le-feu, puis sur l'indépendance de l'Algérie. Les représentants algériens l'acceptent facilement? Oui, ce sera l'objet des clauses secrètes des accords d'Évian. Mais au Sahara, il n'y avait pas que les champs de tir de l'arme nucléaire. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Au total, les Algériens ont accepté que la France conserve 4 bases militaires au Sahara, c'est-à-dire les sites de Regan, In Eker, où l'on expérimentait la bombe, mais aussi près de Colombéchar, le site d'Amaguir. Où l'on procédait là, à des tirs de fusées spatiales. Hein. Là, et si je compte bien, là, ça fait 3 sites et le 4e. Celui-là, c'est le plus secret, le plus mystérieux aussi. Situé près de la frontière marocaine, il est connu sous le nom de B2 Namous. Et il restera aux mains des Français jusqu'à la fin des années 70. Ah oui, alors que les autres bases seront rendues aux Algériens, quoi. 3 ou 4 ans après l'indépendance. Hein. Ouais, alors, pourquoi cette exception-là? Peu de patience et je vous répondrai. Auparavant, il faut remarquer que cette affaire des bases françaises au Sahara était si importante pour le général de Gaulle qu'il a fermé les yeux sur les nombreux accrocs que le gouvernement algérien fera subir aux accords d'Évian. Par exemple? Le non-respect des garanties accordées à la communauté des Pieds Noirs. Et surtout, le sort qui a été réservé aux harkis abandonnés par la France et massacrés par les nouveaux maîtres du pays. Oui, malgré les nombreux témoignages qui attesteront de ces violences. En effet. Mais le gouvernement français n'a pas bougé et il a laissé faire pour les raisons que je vous ai indiquées. Pour le général de Gaulle, visiblement, l'essentiel était ailleurs. Ouais, alors dans ces annexes secrètes des accords d'Évian. Bien entendu. Je voudrais aussi vous dire que le choix de l'Algérie pour les expérimentations atomiques est très ancien. Dès le début des années 50, des savants ont rêvé d'édifier un Los Alamos français au nord du Sahara, entre Tlemcen et Colombéchar. Los Alamos, il faut le rappeler, c'est l'endroit où ont été conçues les premières bombes atomiques américaines. Mais ce rêve est écorné lorsque la guerre commence, fin 1954. Ce projet n'avorte quand même pas tout à fait, puisqu'on édifie là, ces bases sahariennes dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas que cela. Un institut de recherche nucléaire est créé à Alger au milieu des années 50, afin de former des cadres spécialisés en liaison avec des organismes de recherche de la métropole, comme le CNRS. À l'origine de l'entreprise, on trouve le chercheur Francis Perrin, haut-commissaire à l'énergie atomique, mais aussi cet homme dont nous avons parlé la semaine dernière, Salah Bouakir. Ce polytechnicien franco-musulman là, qui a été l'adjoint de Paul Delouvrier. Et qui a joué un grand rôle dans la conception et la mise en œuvre du plan de Constantine. Oui, mais qui a trouvé la mort dans des circonstances curieuses en 1961. Oui, une noyade prétendument accidentelle. Bouakir a peut-être payé le fait qu'il a certainement noué des relations avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Enfin, inutile d'y revenir. La pose de la première pierre de cet institut de recherche a eu lieu en décembre 1957 et la construction a été achevée en 1959. Le bâtiment comportait 3500 mètres carrés de laboratoires et d'accélérateurs de particules. Qu'est devenu cet institut là, après l'indépendance? Une seconde tranche de bâtiments a été édifiée. À noter que ces installations très modernes ont été financées par la France. Un cadeau? On peut voir les choses comme ça.
pérennité de nos bases sahariennes méritait bien quelques sacrifices. Et le personnel là, de cet institut? Le personnel initial, composé de chercheurs français, a forcément été réduit. Mais des coopérants français civils et militaires auxquels se sont joints des Algériens les ont remplacés. Quant aux travaux scientifiques, ils ont longtemps été téléguidés par des organismes scientifiques parisiens tels que l'École normale supérieure ou le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et ensuite, dans les années 1970, ces liens se sont distendus. Et c'est le ministère de la Défense algérien qui a pris en main l'Institut. Mais jusqu'où est allée cette coopération en matière nucléaire? Très difficile à dire, car, détail intéressant, aucune trace de cette aventure ne subsiste plus en France. Les archives du CEA sont vides. Qu'en concluez-vous alors? Que tout ce qui touche au nucléaire est décidément bien secret. Et même, n'ayons pas peur de le dire, exagérément secret. Vous allez le constater dans la suite de cet entretien. Petit retour en arrière à propos des accros faits aux accords d'Évian par la partie algérienne. Extrait de l'ouvrage collectif « L'histoire secrète de la Ve République ». Les benbellistes poussent à l'exode déjà largement entamé, il est vrai, des pieds noirs. Résultat, la troisième partie de la déclaration de garantie relative aux Français résidant en Algérie, en qualité d'étrangers, c'est-à-dire ayant conservé la nationalité française, tombe rapidement en quenouille. De même, l'article qui précisait noir sur blanc que nul ne peut être inquiété, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconque en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Les harkis et les autres combattants musulmans de l'armée française apprendront à leurs dépens que cette clause est elle aussi abrogée dans les faits. Un journaliste du Parisien, Nicolas Jacquard, s'est rendu en 2010 dans le Sahara afin d'enquêter sur les séquelles des essais nucléaires. Extrait de l'un de ses articles. À l'époque, hors les quelques milliers d'employés algériens de l'armée française, dont la dosimétrie n'a jamais été relevée, les militaires considéraient que le Sahara était tout simplement vide. Pourtant, rien que dans le secteur de Regan se trouvaient près de 20 000 habitants, nomades ou sédentaires. Plus au sud, la région de Tamanrasset, où se trouve Inheker, compte 150 000 personnes à l'heure actuelle qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Très peu d'études ont été réalisées sur leur santé, mais les témoignages abondent sur des hausses significatives de cancers et de malformations congénitales. Ces essais, c'est une catastrophe de l'avenir, martèle Jean-Paul Tessonnière, avocat de nombreux vétérans. Leurs conséquences se font sentir sur plusieurs générations. Les tensions franco-algériennes, avez-vous dit, ont donc été ravivées à cause de cette question des retombées nucléaires. Oui, ce n'est pas tout à fait innocent. Que voulez-vous dire? J'observe que l'Algérie voudrait développer un secteur nucléaire civil. La construction d'une centrale, quoi. Bien entendu. Elle pourrait donc avoir besoin d'une assistance technologique de la France. Relancer le débat sur les conséquences des essais nucléaires des années 60 pourrait être aussi un moyen de faire pression sur Paris. Ah ouais, donnant, on oublie les séquelles des essais et vous nous donnez un coup de main pour construire notre centrale. Pourquoi pas? Et à des conditions très favorables, naturellement. Alors, notons qu'en février 2007, se tient à Alger un colloque sur les essais français au Sahara. Signe de l'importance que le gouvernement algérien attache à la question, cette réunion est placée sous le haut patronage du président Bouteflika. Et la conclusion est claire. La France doit s'acquitter de réparations pour tous les dégâts commis. C'est aussi, d'une certaine façon, une condamnation de la colonisation. Et pour un régime qui n'est pas très populaire et un président qui est en fin de règne, c'est également une cause qui permet de ressouder les rangs. En 2010, nouveau colloque. Le thème est encore plus critique. Il est question des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la période des essais sahariens. Réponse de la France? La loi Morin, cette loi si difficilement obtenue par les vétérans de la guerre d'Algérie, concerne aussi les Algériens irradiés, à condition
pour eux de pouvoir prouver avoir résidé dans le secteur à l'époque des essais et au plus tard le 1er janvier 1967. Ouais, c'est assez restrictif quand on sauge aux populations nomades. Et d'autre part, la zone géographique prise en compte est calculée à partir de 150 km maximum autour des sites des tirs, alors que certains estiment que la contamination radioactive est allée bien au-delà. Ouais. Donc la controverse n'est pas prête de s'éteindre. Enfin, ça, on peut le penser. Mais si l'Algérie veut obtenir des indemnisations, il faudrait aussi qu'elle s'occupe plus sérieusement de l'état sanitaire de ses citoyens irradiés et également de leur descendance. Car la polémique ne suffit pas. Surtout quand on prend en compte les anciennes connivences entre la France et l'Algérie indépendante. Ah ouais, là, je sens que vous allez me parler de cette mystérieuse base secrète que vous évoquiez au début de cet entretien. Oui, la base B2 Namuz. Tout d'abord, je dois dire que l'existence de ce site ultra secret n'a été révélée que très tardivement, en 1997, par l'un de vos confrères du Nouvel Observateur, Vincent Jauvert. Le lieu ensuite, c'est un plateau calcaire bordé à l'est et au nord par les hautes falaises de l'Oued Namous, qui a donné son nom à cette base. Peu accidenté, ce terrain est assez éloigné de régions habitées et jouit d'un climat quasi similaire à celui de l'Europe. C'est important pour la nature des essais qui vont y être effectués. Ouais, des essais d'armes chimiques. Et bactériologiques. Ouais. Des armes de destruction massive, donc. Oui, cette base, la plus ancienne des bases sahariennes de la France, a été édifiée dès 1935. Manifestement, les militaires pensent alors à la perspective d'une seconde guerre mondiale et à la répétition de ce qui s'est passé en 14-18. Ouais, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme chimique, les gaz. Oui, mais comme vous le savez, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les belligérants n'auront pas recours à ces redoutables poisons. Il n'empêche qu'à Namous, on a fabriqué et expérimenté des armes à base de gaz moutarde et de phosgène sur un vaste polygone de 100 km de long sur 60 de large. Ouais. Et après la guerre, là? Dans le cadre de l'OTAN, les expériences reprennent. À B2 Namous, le nom de code du site dans les années 50. Ouais. Des armes dont l'utilisation est pourtant interdite par les conventions internationales. C'est pourquoi le secret le plus rigoureux est imposé. Mais alors, quand vient l'indépendance algérienne? L'armée veut garder cette base à tout prix. Ouais, malgré le fait qu'elle possède l'arme atomique. Oui, l'arme chimique peut être encore utilisée dans des guerres conventionnelles. De Gaulle en personne tient à ce que les essais se poursuivent. Et ce qui se passe au Vietnam le conforte dans cette idée. Ouais, l'agent orange là, dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Et il sait parfaitement que les deux grandes puissances continuent leurs expérimentations, avec cet argument parfaitement hypocrite. En principe, on ne fabrique pas d'armes, mais on cherche à s'en protéger. Ouais. L'existence de la base est donc au menu des négociations d'Évian. Oui, mais comme les autres sites stratégiques. Et ce sera l'objet d'une annexe secrète, au terme de laquelle les Algériens accordent un délai supplémentaire de 5 ans à l'existence de B2 Namous. Je vous ai parlé des dimensions géographiques de la base. Mais il faut aussi savoir que 400 personnes y travaillent durant les campagnes d'essai. Le champ de tir lui-même est équipé de tours et de 50 pylônes de prélèvement et de 10 km de canalisation enterrée. Et puis, il y a les systèmes d'enregistrement. Oui, c'est très important. Donc, et 50 délais, là, ça nous mène en 1967, c'est bien ça. C'est l'année où les autres sites nucléaires ou spatiaux sont abandonnés. Mais De Gaulle veut conserver à tout prix B2 Namous, où il a ordonné secrètement la reprise des recherches sur la guerre chimique et bactériologique. Ouais. Mais n'est-il pas imaginable de procéder ailleurs à ces recherches là? On procède aussi à des essais en métropole sur la base de Mourmelon, mais on ne peut y mener que de petites expériences. Ouais, à cause des populations voisines. Tandis qu'à B2 Namous, on peut pratiquer des expérimentations en vraie grandeur des différents produits et surtout les persistants, dont les effets nocifs durent plus longtemps. Alors, oui, comment persuader les Algériens? C'est bien la question, non? Tout à fait. La négociation est serrée. Et pour amadouer les Algériens, il faut consentir à leur céder les équipements militaires des 3 autres bases qu'on leur rend, c'est-à-dire Regan, Ineker et Amaguir, d'une valeur de 50 millions de francs pour la moitié de ce prix. Et Alger accepte le marché là? Malgré la réputation d'inflexibilité du nouveau président algérien, Ouari Boumedienne, oui. Un dirigeant qui est aussi pourtant,
très anti-occidental. Hein. Alors peut-être a-t-on minimisé l'importance exacte des essais pratiqués sur la base. À moins, tout simplement, que Boumedienne n'ait pas voulu dire non au général de Gaulle. Mais ce qui est très révélateur, c'est que de part et d'autre, on a exigé un secret total. Même le ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, n'a pas été tenu au courant. Quant au négociateur algérien, le commandant Chabou, il est mort un peu plus tard au cours d'un étrange accident d'hélicoptère. Encore une mort suspecte? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, la France a donc gagné un nouveau délai. Oui, 5 ans de plus. Mais les Algériens ont exigé des mesures de camouflage. Ouais, ce qui signifie? À Bédeu-Nanmous, les militaires français devront désormais travailler sous couverture civile. C'est maintenant une filiale de Thomson, la Sodetec, qui sera leur employeur officiel, même si c'est l'armée qui garde l'autorité et le contrôle sur la base et les essais auxquels on y procède. Autre modalité de camouflage. La garde extérieure du site est assurée par l'armée algérienne. Et enfin, la Sodetec est censée travailler officiellement pour cette même armée. Même les véhicules militaires français sont repeints. Et les produits utilisés pour composer les armes chimiques ne passent jamais en douane. Et ces modestes précautions là, ont donc suffi à convaincre les Algériens? Non, il a bien sûr aussi été question de loyer. Ah oui, donc de compensation financière. Et aussi de facilité pour acquérir du matériel militaire. Toutefois, le plus étonnant, c'est qu'un renouvellement de l'accord secret sur Bédeu-Namous a été signé pour 5 ans en 1972. Mais la France a dû accepter que quelques spécialistes algériens soient associés au déroulement des expérimentations. Cependant, comme tout a une fin, l'installation de Bédeu-Namous a été détruite et a été rendue à son état naturel, en principe au moins. Mais en France même, on a continué les expérimentations chimiques au moins jusqu'en 1987. Je vous recommande la lecture d'un récent numéro spécial de la revue Guerre et Histoire sur l'Algérie. 2 livres pour terminer, Les irradiés de la République, les victimes des essais nucléaires français prennent la parole de Bruno Barillot. C'est le premier chercheur à s'être intéressé aux conséquences des essais. Et puis Atomic Park, à la recherche des victimes du nucléaire de Jean-Philippe Desbordes. À samedi prochain, vous retrouverez les références de ces ouvrages sur franceinter.fr. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et de toutes petites notes de musique de Monsieur Djoub.